Bien, bonjour et bienvenue à tous. Pour cette conférence que je vais introduire rapidement après avoir évoqué le calendrier de nos prochaines conférences. Euh, Compte tenu de ces problèmes du mois de mai qui étaient un petit peu compliqués, donc nous avons la chance d'avoir deux conférences la même semaine. Donc attention, par exception, donc notre prochain webinaire a lieu le 5 juin, jeudi prochain. Donc c'est notre conférence habituelle sur l'arrêté des comptes semestriels qui sera présentée par Daniel Sivit, qui est associé directeur de la doctrine comptable de Grant Thornton, avec d'autres responsables de son équipe et en co-animation avec Émilie Blanc, que tout le monde connaît, qui est directrice à la direction des affaires comptables de l'AMF. Et l'objectif de ce webinaire est de faire le point sur l'ensemble des difficultés de l'arrêté des comptes semestriels de cette année. Voilà, une conférence qui est toujours très appréciée. Et donc nous sommes déjà plus de 120 inscrits. Et nous terminerons donc notre calendrier pour ce semestre par un webinaire le 10 juin, donc on revient le mardi, sur Pilier 2, hein, ce fameux impôt minimum mondial, en s'intéressant plus particulièrement aux implications transactionnelles et aux évolutions possibles au regard de la situation actuelle au niveau mondial. Voilà. Euh, je ne présente pas le calendrier du deuxième semestre, cela sera fait le 10 juin. En revanche, dès à présent, je me permets d'insister sur la conférence, mais là qui sera un vrai colloque en physique à la Maison de la Chimie, qui aura lieu le 9 octobre et qui s'inscrira totalement dans la continuité de notre conférence de ce jour puisqu'on reviendra sur les problématiques de durabilité et plus particulièrement de la connectivité entre le reporting de durabilité et les états financiers. Donc notez bien, le 9 octobre et dans la deuxième partie d'après-midi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons trois grands experts de l'assurance de durabilité. Marion Horry, qui est associé Sustainability Reporting chez PwC. Sylvain Lambert, associé responsable de la plateforme Sustainability France, également chez PwC. Et enfin, Cécile Saint-Martin, associée PwC Global Sustainability Assurance Leader. Et donc c'est la première conférence ou le premier webinaire que nous avons et qui va faire un peu, voilà, tous les rapports de durabilité sont en principe sortis et vous allez revenir vers nous pour faire un retour d'expérience de ce que l'on peut constater, et là, pas exclusivement sur les groupes français, mais également au niveau européen. Et donc, vous allez nous indiquer quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces missions et sur les travaux qui ont été réalisés en indiquant, en s'arrêtant un peu sur les difficultés rencontrées et les perspectives pour l'année 2025. Il est clair que 2024 était une première année pleine d'incertitudes, puisque c'était le premier tir avec des nouveaux textes qui n'étaient pas encore totalement maîtrisés. À la fois un côté rétrospectif, un côté prospectif, et puis une introduction qui sera bien de resituer, je dirais, la problématique au regard des dernières évolutions au niveau mondial, puisque l'Europe reste un peu particulière dans ce reporting de durabilité. Et je ne vais pas revenir sur le projet Stop the Clock, mais je pense que Sylvain, tu le feras très bien. Donc voilà, un grand merci à vous trois pour avoir pris le temps de préparer ce support et nous sommes tout à votre écoute. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir. Effectivement, tu disais, Patrick, 2024 était une année de lancement pour tout le monde d'ailleurs. 2025 va être une année intéressante. Ça aurait dû être une année
de suite du lancement, mais le régulateur européen en est décidé autrement, puisque pour certains, c'est une année de pause, pour d'autres, c'est une année de continuité, mais de continuité avant quelque chose, alors de nouveau, il faut peut-être pas exagérer, mais quelque chose peut-être de différent, d'allégé, de simplifié. Mais on va y revenir. Surtout la grande question, et moi je vais vous faire une introduction sur les, comme tu le disais Patrick, sur un peu le contexte autour de tout ce travail en ce moment, avec la vraie question qu'on a vu fleurir partout, alors les médias adorent ce genre de questions, bah, c'est est-ce que c'est fini tout ça? Elle est terminée, on ferme le dossier, on n'en parle plus. D'ailleurs, en arrêtant toutes les réglementations, on arrête le changement climatique, on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Donc on est dans un contexte, il est vrai, complexe, à la fois avec une remise en cause des textes qui sont connus au niveau européen, et puis avec un contexte politique tendu, notamment avec les déclarations diverses du président américain sur nos sujets. Il s'exprime sur des tas d'autres sujets, mais la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, il s'est lui-même très directement exprimé sur le paquet politique européen en matière de durabilité. Euh, et il n'est pas le seul leader politique à l'avoir fait. Donc on a un contexte politique qui est tendu, hein. Les médias ont même parlé de backlash en matière de développement durable. Mais en fait, si on regarde les choses de façon plus précise, ce backlash, il est surtout relayé dans les médias, mais il est surtout le fait du politique et donc de l'action réglementaire souhaitée par le politique, puisqu'en démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, ça peut être une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont fait du reporting de durabilité l'alpha et l'oméga du développement durable. En fait, le sujet va très au-delà et on va y revenir. Et d'ailleurs, comme disait Warren Buffett, c'est à marée basse qu'on verra tous ceux qui nageaient sans maillot de bain. On est à marée basse et on va voir ceux qui étaient sérieux et ceux qui ne l'étaient pas. Ceci étant, et blague à part, c'est pas une mauvaise idée de se poser une question sur un ensemble de textes denses, un calendrier tendu, et de se dire peut-être est-on allé trop fort, trop vite, peut-être faut-il se poser, en particulier pour les plus petites entreprises. Peut-être que le premier retour d'expérience, et la France fait partie des pays, je pense, où les retours d'expérience sont les plus pertinents, parce que la France, grand historique de reporting en matière de durabilité, depuis la loi NRE, le Grenelle, et on est parmi les pays qui avaient transposé extrêmement vite, avec une autorité, la H2A, qui très vite a donné un cadre. Donc c'est une situation un peu unique, la France. D'autres pays ont transposé, vous le savez tous, d'autres pays d'Europe ne l'ont pas fait et sont en train de le faire. Donc l'expérience française, elle est vraiment intéressante. Et du point de vue du régulateur, il y a probablement plein de choses à creuser dans cette logique de simplification. Et probablement, bah, en tous les cas, nous, dans la maison PwC, on accueille comme une bonne chose le fait qu'on se pose un peu, on se repose des questions, on cherche éventuellement à simplifier. Vous donnez un exemple, par exemple, en termes d'assurance. L'assurance raisonnable, qui était prévue à la fin de la décennie, c'est pas idiot de la repousser, peut-être pas au calendrier grec. Nous, notre conviction, c'est qu'elle viendra à un moment demandé par les entreprises. Je vous rappelle que au moment de la DPEF, l'assurance raisonnable n'était pas obligatoire, mais un grand nombre d'entreprises avaient souhaité de façon volontaire, pour des raisons qui leur sont propres, de stratégie, d'engagement ou de besoin vis-à-vis d'investisseurs, de faire revoir un certain nombre d'informations clés pour eux, pour elles, à un niveau d'assurance raisonnable. Donc il faut laisser un peu du temps au temps. Mais je le disais, ce backlash, il est surtout réglementaire, mais il y a quelque chose de fond qui reste bien là, qui sont les réalités physiques et sociales. On pense au changement climatique, mais on a très clairement la vision des questions liées à l'eau, liées à la biodiversité et aux droits humains. Alors pourquoi? Pas pour se faire plaisir et faire du bien à la planète, comme on dit, mais parce que ces sujets-là, ben, ils sont au cœur de problématiques économiques portant à la fois des risques et des opportunités pour les entreprises, et c'est ce qui se passe. Les entreprises, aujourd'hui, peut-être qu'elles vont un peu lever le pied sur le contexte réglementaire, mais elles travaillent, en tous les cas, nous on le voit, extrêmement sérieusement sur des questions de résilience et d'adaptation. Et d'ailleurs, les investisseurs les suivent là-dessus pour une grande partie. Pourquoi? Eh bien parce que c'est directement lié à la création de valeur. Deux exemples, hein. Un chiffre est paru dans la presse économique il y a un mois en France, disant que les questions d'adaptation au changement climatique pourraient coûter 35 milliards d'euros aux PME d'Île-de-France d'ici 2035. On ne parle pas des très grands groupes internationaux, on est très concret, on est sur les PME d'Île-de-France. On voit bien que le modèle des assureurs pose question. Ça a commencé aux États-Unis, où l'assurance des biens individuels, notamment des maisons, n'est plus couverte dans certains États à cause des risques climatiques. On a vu, pareil, dans la presse économique, il y a moins d'un mois, des questions sur l'assurabilité de certaines régions de France. Et puis, pour reparler de statistiques, nous publions tous les ans une étude sur les investisseurs, leurs attentes au niveau mondial. Celle qui est sortie en janvier nous dit quatre choses intéressantes, notamment. À peu près 80% des investisseurs nous disent qu'ils sont prêts à mettre plus d'argent
dans les entreprises qui intègrent les questions de durabilité dans l'analyse de la résilience de leurs opérations et de leur supply chain. Toujours 80% nous disent la même chose pour les entreprises qui investissent dans l'innovation en matière de durabilité dans les produits et services, mais surtout deux chiffres qui nous intéressent aujourd'hui, entre 75 et 80% d'entre eux, et là je parle d'investisseurs qui investissent dans les marchés cotés, nous disent que pour eux, il est essentiel que l'information de durabilité soit rapidement au niveau de qualité de l'information financière, et toujours pour 75 à 80% d'entre eux, qu'il faut que cette information-là, pour qu'ils l'utilisent, elle fasse l'objet d'une revue externe indépendante. Et bien c'est normal. Pour utiliser une information financière qui va conditionner des décisions d'investissement, un pilotage de la performance, des choix stratégiques, on a besoin d'une information homogène, solide et contrôlée. C'est le fond du fonctionnement de l'analyse financière qui va s'appliquer complètement à la durabilité. La seule chose à laquelle il faut faire attention dans ce mouvement de simplification dont j'ai dit des choses positives, pardon, c'est que derrière pourrait se cacher, il pour être très honnête, se cache pour certaines orientations politiques ou certains acteurs, une volonté de cancel culture de la durabilité. Et c'est ça qui est dangereux, parce que la science, elle ne fait pas de politique et elle est bien là avec ses conséquences économiques. Et d'autant qu'au plan international, il y a ce qui se passe en Europe, mais il ne faut pas l'oublier, l'IFRS et l'ISSB continuent leur bonhomme de chemin sur le sujet d'un cadrage réglementaire. La Chine a confirmé ce qu'ils avaient annoncé il y a plus d'un an en matière de cadre sur le reporting de durabilité. Et puis sur les US, la réalité est beaucoup plus complexe que les simplifications extrêmes que l'on peut lire dans les médias ou les déclarations politiques du président. Vous avez des États américains, on connaît tous la Californie, avec un cadre réglementaire assez fort. Récemment, l'État de New York a suggéré que les entreprises qui opèrent sur le territoire s'équipent d'un reporting en matière climatique. Vous avez des États anti-ESG, des États pro-ESG. Donc la réalité n'est pas si simple. Et cette question de la durabilité, si on veut comprendre la stratégie et la performance, et surtout se projeter dans la résilience et la performance de demain, sont des informations qui seront clés. Alors qu'est-ce qu'on peut dire après une première année en matière de CSRD, tant en matière de pratique que d'assurance? Alors, ce qu'on constate, nous, c'est que ça a eu trois leviers extrêmement forts. Un, sur la prise en compte des questions de durabilité dans la gouvernance. Deux, sur la prise en compte ou le renforcement de la prise en compte de la durabilité au niveau stratégique. Et troisièmement, c'est que c'est clairement, comme je l'évoquais rapidement à l'instant, un sujet qui est important dans le financement des entreprises, que ce soit sur de la dette ou de l'equity, que ce soit sur des marchés cotés ou non cotés. Alors, pour les entreprises de la vague 1, les grandes sociétés qui sont celles qui ont fait leur premier exercice, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On les voit rentrer dans une année 2, en fait, comme vous l'évoquiez d'ailleurs, Patrick. Elles ont fait une année 1, elles en tirent des enseignements de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est pas bien passé. Elles observent et fleurissent toute une quantité de benchmarks, les bonnes pratiques de marché, pour se préparer à l'année 2. C'est-à-dire qu'on est rentré là-dedans, elles travaillent, elles améliorent, elles font leur job. Et le deuxième sujet sur lequel elles travaillent sont des sujets d'organisation et de technologie. Comment, après une année 1, un peu en mode projet, je me pose définitivement avec toutes les questions autour du contrôle interne, des responsabilités internes, et comment des options technologiques, comme on en a en finance, je parle aux outils de reporting par exemple, peuvent m'aider dans mon travail en année 2 ou en année 3 et 4. Pour les entreprises de la vague 2, qui elles devaient démarrer là et qui ont été stoppées en plein élan, le fameux stop the clock du omnibus, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'à peu près entre un quart et entre 20 et 25% d'entre elles ont arrêté l'exercice qui avait été lancé, que ce soit au niveau des appels d'offres ou des demandes, etc. Pour le reste, elles continuent sur deux grands axes. Un exercice de double matérialité qui est perçu comme un exercice stratégique pour les entreprises, et donc réglementation ou pas, c'est une façon vraiment de travailler sur la question de la durabilité, à l'aune de ce que font les grands comptes, qui sont parfois leurs grands clients. Et puis deuxième sujet, plutôt que de se lancer dans une réflexion à l'issue de l'analyse de double matérialité, de déterminer les indicateurs de travail sur les ESRS, ce sont des travaux de fond que nous observons chez elles sur les sujets qui ont été mis en valeur par la double matérialité. Et donc, si on revient un petit peu sur ce backlash, il arrive à un moment un peu particulier. Il est arrivé à l'automne, au moment où les entreprises commençaient à rédiger le rapport de durabilité, se confrontaient donc à un certain nombre de complexités des textes, et à un moment où on rentrait dans le dur au niveau des audits. La conjonction des deux a un petit peu tendu les choses, et il est vrai que les responsabilités sont certainement très partagées entre des textes avec des zones grises, des moments complexes, des auditeurs qui montaient en puissance et qui n'ont pas été parfaits partout, il faut le dire, et puis, et parfois qui ont peut-être un peu trompé, et puis des entreprises qui étaient persuadées qu'on était encore en mode DPEF, avec un niveau d'assurance qui n'est plus le même aujourd'hui, avec des attentes différentes. Ce qui a manqué peut-être, c'est cette vision de progressivité dans le temps.
Donc on a une année 1 qui s'est passée de façon complexe à l'automne, qui s'est globalement bien terminée, on va y revenir par rapport aux différents avis d'assurance. A priori, ce que nous pensons, c'est que l'année 2 devrait être plus sereine, qu'on verra des pratiques de place qui vont finir par émerger peu à peu. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans un monde complexe, où nier les réalités physiques, c'est faire un pari risqué sur sa résilience et sur sa performance et vraiment jouer avec sa license to operate. Et dans ce contexte, l'information de durabilité, elle va être là, comme elle l'a toujours été, mais de façon encore plus forte, pour éclairer le pilotage des entreprises et l'appréciation de la performance. Donc il est complètement normal qu'elle rejoigne l'information financière dans son usage et sa qualité, et les modalités, surtout l'agenda, ils sont en train d'être repensés. On va voir ce que ça donne, mais on est vraiment sur cette thématique-là. Donc là, je vais passer la parole à Cécile, justement, pour aller un peu plus loin sur le contexte politique et réglementaire autour de l'assurance. Cécile, c'est à toi. Merci Sylvain, bonjour. Donc effectivement, pour se concentrer maintenant plus spécifiquement sur les enjeux d'assurance de ce premier reporting de durabilité, tu l'as dit Sylvain, une année qui a été complexe à bien des écarts, un automne qui a donné lieu à beaucoup de discussions, parfois d'inquiétudes, avec un enjeu effectivement de timing extrêmement serré par rapport à la première publication des textes, le temps de préparation qui a été court pour tout le monde. Et c'est vrai qu'une des complexités du processus d'assurance a été que je pense que c'est la première fois dans ce type de reporting aussi compliqué, on a une première année d'assurance sur une première année de reporting. Il n'y a pas de décalage et on a dû commencer à préparer, à réaliser une mission d'assurance sur un document que personne n'avait vu encore. Ça ne s'est jamais fait en audit financier. Il y avait toujours des audits, des états financiers qui préexistaient, même quand on changeait de référentiel. Et c'est vrai que ça, c'est une particularité forte des choix politiques qui ont été faits sur la CSRD, de ne pas avoir de décalage entre la première année de reporting et la première année d'assurance. Alors, ça a une vertu, je dirais, importante, qui est que ça d'une certaine manière, contraint les préparateurs de l'information financière à faire bien dès le début, donc à y aller sérieusement dès la première année, parce qu'effectivement, il va y avoir ce regard extérieur de l'auditeur, mais ça rend effectivement un peu plus compliqué cet exercice, puisqu'on doit développer une stratégie, commencer des travaux sans savoir exactement quel va être le produit final. Et d'ailleurs, on voit dans les autres réglementations internationale que en général il y a un décalage, une première année qui est purement de reporting et l'audit qui monte progressivement sur les années suivantes. Je peux citer l'Australie qui va être le grand pays cette année qui met en œuvre l'ISSB. On a un reporting de l'audit qui va démarrer uniquement sur les données de climat et qui va s'étendre les années suivantes sur les autres données. La réglementation en Californie, Sylvain, que tu mentionnais, qui va également entrer en vigueur sur 2025. 2025 est une année de reporting sans assurance. L'assurance entre en vigueur à partir de 2026. Nous, effectivement, en Europe, il y a eu sur la CSRD cette nécessité d'avoir l'assurance dès la première année. Sur le thème de la progressivité, Sylvain, que tu évoquais, là aussi, une première année qui, je pense que tout le monde comprenait cet enjeu, cette demande de progressivité, mais un cadre réglementaire et puis un cadre pratique qui rend cela, qui pose des limites à cette progressivité. D'une part, il faut rappeler que la progressivité n'est pas une notion qui existe dans les normes d'assurance de durabilité. Les normes que nous appliquons n'intègrent pas cette notion-là. Et je reviendrai un petit peu après sur le panorama assez varié des normes d'assurance qui ont été utilisées. Le deuxième élément important sur la notion de progressivité, c'est qu'en fait, un des éléments clés qui permet à l'assurance, à l'auditeur d'être progressif dans ses travaux, c'est en fait le fait que le préparateur de l'information financière lui-même applique les règles de progressivité
qui lui sont offertes. Parce que par contre, la CSRD offrait différents outils de progressivité sur ce qui était inclus dans le reporting. Et les entreprises ont plus ou moins utilisé ce qui était à leur main. Et bien évidemment, plus vous mettez de choses dans votre reporting de durabilité, et bien plus votre auditeur doit regarder de choses. Donc, on est directement lié par cela. On voit notamment qu'il y a quand même un certain nombre de préparateurs qui ont inclus des données volontaires dans leur reporting CSRD et ces données volontaires, à partir du moment où elles sont incluses dans le reporting CSRD, eh bien, elles font partie de la mission d'ensemble d'assurance. On voit aussi qu'il y a des pratiques différentes selon les pays sur l'utilisation de cette progressivité, sur cette notion aussi de matérialité, d'aller à l'essentiel dans les thèmes qui sont communiqués par les entreprises, par les préparateurs, dans la définition du nombre d'IRO qui sont considérés comme matériels. Et si je résume de manière un peu grossière, on va avoir des pays d'Europe du Nord qui ont été beaucoup plus concis et sélectifs dans les thèmes qu'ils ont inclus dans leur reporting de durabilité par rapport à des pays d'Europe du Sud dans lesquels on voit que les reportings CSRD sont globalement plus longs. Donc, ça veut dire encore une fois un focus des préparateurs plus ou moins important et une conséquence par rapport à ce qui doit être assuré par l'auditeur. Une des complexités également qui a créé du volume de travail, je dirais, pour cette première année d'assurance, c'est que, eh bien, sur une première année d'assurance, il y a tout un travail de base qui doit être fait, de compréhension des processus suivis par l'entreprise, de compréhension des normes, des principes de reporting qui sont adoptés, des définitions qui sont utilisées pour calculer les différents indicateurs. Et ça, c'est bien quelque chose qu'il faut faire au début, la première fois, et sur lequel on ne peut pas être progressif parce qu'on ne peut pas attendre la troisième année d'assurance pour comprendre comment un KPI est calculé et si la définition est mise en œuvre de manière homogène partout dans un groupe. Donc, ce travail de compréhension, eh bien oui, on a dû le faire en parallèle du fait que les entreprises établissaient pour la première fois ce rapport de durabilité. Un autre élément qui a limité la capacité à optimiser, je dirais, le temps d'assurance, mais qui va par contre s'améliorer, ou en tout cas être plus visible, plus efficace sur les années suivantes, c'est on a une mission d'assurance limitée et non pas d'assurance raisonnable. L'assurance limitée, telle qu'on la connaît dans le monde de l'audit financier, enfin de l'information financière, repose énormément sur ce qu'on appelle des revues analytiques. Et bien là, faire une revue analytique quand on n'a pas d'historique, quand on est sur une première année de reporting avec des données N-1 qui soit ne sont pas publiées, soit n'ont pas elles-mêmes fait l'objet de travaux, quand il n'y a pas encore de benchmark de place auquel se raccrocher, eh bien, cette technique d'assurance qui est assez efficace pour l'auditeur, eh bien, elle ne peut pas être mise en place et il a fallu trouver d'autres techniques d'assurance qui parfois peuvent prendre un peu plus de temps. Cette capacité à utiliser le levier de la revue analytique devrait s'améliorer sur les années à venir. Maintenant, sur cette question de progressivité, j'ai indiqué que les référentiels d'audit en tant que tels n'intégraient pas cette notion. Peut-être Marion, si tu peux passer sur la slide suivante. Ces référentiels d'assurance qui ont été utilisés, il faut d'abord rappeler qu'au niveau européen, eh bien, il y a une hétérogénéité des référentiels utilisés puisque l'Europe, pour le moment, ne s'est pas dotée de son propre référentiel d'assurance pour le rapport de durabilité et n'a pas non plus adopté un référentiel préétabli. On a actuellement au niveau international le référentiel ISAE 3000 révisé qui est la référence la plus utilisée. Donc chaque État membre a été
laissé libre d'appliquer un référentiel. Vous voyez sur la slide un certain nombre d'exemples de tous ces référentiels qui ont été utilisés pour assurer des reportings de durabilité à travers l'Europe. On a pas mal de pays qui ont développé leurs propres référentiels, leurs propres guidelines. C'est le cas de la France. Et puis, on a un certain nombre de pays qui se réfèrent à ISAE 3000 révisé. Donc, on a une diversité des pratiques, une diversité des attentes auprès des firmes d'audit. Et ces référentiels sont plus ou moins précis, plus ou moins contraignants sur la nature des travaux qui est demandée et offrent plus ou moins de latitude pour calibrer le volume des travaux. Alors en France, je dirais qu'on a eu la chance d'avoir un travail qui a été mené de manière très précoce par la H2A pour justement nous donner des guidelines plus précises que ce qui existe dans ISAE 3000 et pour faire des choix en fait assez clairs sur l'orientation à donner dans le cadre de la réalisation des missions d'audit. Et du coup, ces guidelines, ces lignes directrices de la H2A ont été extrêmement utiles pour structurer de manière efficace les missions d'assurance sur cette année. Notamment, je donnerai un exemple qui a donné lieu à pas mal de discussions avec d'autres pays européens sur eh bien, est-ce que l'on doit réaliser des travaux sur l'ensemble des KPI, des données qui sont inclus dans un reporting CSRD. Puisque par principe, ce qui est inclus dans un reporting de CSRD a fait l'objet d'une analyse de double matérialité. Donc, on ne doit avoir dans ce reporting que des éléments que des informations qui sont matérielles. Sinon, elles ne devraient pas y être. Et donc, la norme internationale ISAE 3000 ne précise pas spécifiquement, elle dit qu'il faut faire des travaux sur toutes les informations matérielles. Donc, certains auditeurs dans certains pays ont pu être dans cette approche de dire, eh bien, toute information qui est dans le reporting de durabilité, étant matérielle, doit faire l'objet d'un minimum de travaux. La H2A a eu une approche pragmatique et plus claire qui est de dire, non, il y a à nouveau un tri, une sélection qui doit être faite par l'auditeur de durabilité sur le contenu du rapport CSRD pour identifier quelles sont les informations qui présentent des risques d'anomalies plus importantes ou qui sont plus ou moins importantes pour l'utilisateur. Et donc, les travaux doivent être focalisés sur une sélection des informations de ce rapport de durabilité. Et ça, c'est quelque chose qui était très clair dans les guidelines de la H2A. Il y a également dans les guidelines de la H2A quelque chose qui a permis d'utiliser de manière plus étendue la notion d'observation que ce qui a pu être fait, ce qui a pu être requis par les régulateurs dans d'autres pays qui n'ont pas promu aussi fortement l'usage des observations. Donc voilà pour ce commentaire sur le panel des référentiels d'assurance qui ont été utilisés. Peut-être maintenant pour passer sur le benchmark. Sylvain disait que beaucoup de benchmarks fleurissent depuis quelques semaines. Nous en avons réalisé un chez PwC qui a été publié il y a maintenant un mois et qui porte sur 250 des premiers rapports CSRD qui ont été publiés. Nous avons depuis encore largement complété ce benchmark et maintenant nous avons des données qui reposent sur plus de 500 rapports analysés à la fois à partir d'outils d'intelligence artificielle et de revues par nos experts en durabilité. Je vais vous présenter ici des éléments qui portent sur le benchmark public des 250 rapports que nous avons publiés. Et je vais me focaliser essentiellement sur les éléments relatifs à l'assurance de ces rapports de durabilité. Il y a dans notre benchmark des choses beaucoup plus larges portant sur le contenu des rapports de durabilité et notamment sur les IRO et les thèmes qui ont été considérés matériels selon les secteurs d'activité. Vous voyez là à l'écran quelle est la composition du panel
de rapports que nous avons analysés. On voit une répartition par industrie enfin, bien répartie, bien représentative, avec des secteurs d'activité assez forts qui représentent leur poids dans notre économie, notamment un secteur financial services très élevé et un secteur consumer market également très représenté. Vous avez sur la droite les pays qui sont couverts par ces 250 rapports. Alors, comme nous avons fonctionné en fonction de la date de publication de ces rapports, ce n'est pas forcément totalement représentatif du poids de chaque pays dans l'économie européenne, mais c'est aussi représentatif des pratiques de publication, notamment avec des pays d'Europe du Nord qui, traditionnellement, publient leur information financière et donc aussi leur information de durabilité beaucoup plus tôt que certains pays d'Europe du Sud. On a cependant une représentation ici assez équilibrée des pays européens. On a 5 pays qui représentent à peu près 72% des rapports que nous avons analysés. Et le premier élément intéressant, j'y reviendrai, c'est que dans ces pays, eh bien, 3 pays n'avaient pas transposé la CSRD dans leur droit national, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas en l'occurrence, et nous avons cependant une représentation forte de rapports CSRD publiés de manière volontaire par les sociétés de ces pays. Peut-être en passant sur la slide suivante, Marion, je te laisse commenter par rapport aux données que nous allons donner après, spécifiquement sur la France. Oui, alors simplement cette slide était pour compléter, donc vous indiquer que du coup dans la suite de cette présentation, on va également faire ce qu'on appelle un focus France, donc focus français. Donc on a complété cette étude européenne qui, en effet, comme le disait Cécile, a été faite pour les 250 à un moment où on n'avait pas forcément tous les Français. Et donc nous, on s'est intéressé au CAC 40 et au CAC Next 20, donc les 60 premières capitalisations françaises, pour venir compléter ce benchmark avec réellement ce focus français et regarder en le mettant en parallèle des résultats européens, si certaines tendances s'en dégageaient et voilà, quels étaient les constats qu'on pouvait faire de ce point de vue-là. Donc, on vous présentera voilà, également ce focus français un tout petit peu plus tard là dans la présentation. Merci Marion. Donc, si nous passons aux résultats de ce benchmark, donc avec la vision européenne. Donc, comme je le disais, on a un volume important d'états de durabilité qui ont été publiés de manière volontaire et qui ont fait l'objet, tous les rapports que nous avons regardés, qui ont été publiés de manière volontaire, avaient également un rapport d'assurance lié. Et donc, ça représente 42% de notre échantillon de publications volontaires. Et donc, eh bien là, ça reflète tout à fait ce que Sylvain disait dans son introduction sur le fait que les entreprises ont eu conscience que ce reporting n'était pas juste du reporting pour du reporting, mais constituait bien un travail, un exercice stratégique pour comprendre les éléments importants de leur résilience, des éléments qui ont un impact financier et un impact sur leur stratégie à moyen long terme. Et donc, on considérait qu'il y avait une vraie attente des marchés, des investisseurs, des parties prenantes pour ces entreprises sur ce reporting, même s'il n'était pas encore obligatoire. Et donc, cela reflète également le fait que, de manière prospective, on s'attend à ce que un certain nombre d'entreprises qui tombent sous le coup, je dirais, de stop the clock ou des réductions de seuil vont quand même aller de manière volontaire vers un reporting de durabilité qui sera plus ou moins totalement conforme au référentiel établi, qui pourrait être parfois plus focalisé, mais en tout cas vont très sérieusement regarder ce qui est important pour leur stratégie et le publier, et avec
une assurance volontaire de ces données parce que c'est important par rapport à la crédibilité vis-à-vis de leurs parties prenantes, vis-à-vis des investisseurs sur cette donnée. Si l'on passe à la slide suivante, tu as été un tout petit peu trop vite, voilà, merci. Donc, au niveau européen, sur ces 250 premiers rapports CSRD analysés, premier constat factuel, c'est que 100% des émetteurs ont fait appel à leur auditeur financier pour la certification des informations de durabilité. Alors, comme je vous disais, maintenant, on a analysé plus de 500 rapports. On n'est plus tout à fait à 100%, mais on est encore largement au-dessus des 90%. Donc, ce qui montre qu'il y a eu un constat fait par les préparateurs qu'il y avait eh bien, cette connectivité forte entre information financière et information de durabilité sur les processus de préparation de ces informations et donc une efficacité de manière très, très, très pragmatique à avoir une mission coordonnée par un même prestataire sur l'audit financier et l'assurance de durabilité. On constate, si je vais un peu plus loin que ce chiffre, on constate que au-delà des 250 premiers émetteurs, comme je disais, il y a quand même quelques émetteurs qui n'ont pas utilisé leur auditeur financier. Ils ont en général, ou pour la quasi-totalité, les exceptions se comptent sur les doigts d'une main, ils ont utilisé une firme qui avait aussi cette qualité d'auditeur financier, donc qui était une firme d'audit comptable et de durabilité plutôt que des prestataires purement focalisés et spécialistes de la durabilité. Alors ensuite, eh bien, on avait, il y a quelques mois, à l'automne dernier, beaucoup de questions sur quelles vont être les conclusions de ces rapports d'assurance. Est-ce que ça va être un cataclysme? Personne n'est prêt, tous les rapports vont être qualifiés. Eh bien, in fine, on a un constat qui est très rassurant sur la qualité de l'information qui a été publiée, sur la qualité du travail qui a été réalisé par les préparateurs, malgré toutes les complexités de cette première année, puisque, in fine, je vais commencer par le chiffre totalement à droite, on a moins de 2% des rapports d'assurance qui présentent une réserve. Et c'est le chiffre pour 250 rapports. Sur les 500 rapports que nous avons analysés à date, on reste aussi dans un pourcentage très, très, très faible. Donc, une conclusion rassurante. Les thèmes qui donnent le plus souvent lieu à qualification ne sont pas totalement surprenants. Ils reflètent soit les thèmes les plus compliqués à appréhender pour les entreprises, notamment le calcul des émissions de scope 3 sur les gaz à effet de serre, avec parfois un manque d'informations ou des méthodes trop simplifiées ou des entreprises qui ont fait, je dirais, leur choix de progressivité, de ne pas tout donner et tout calculer sur une première année alors qu'elles y étaient théoriquement tenues. On a également la taxonomie qui a donné lieu à un certain nombre de réserves parce que, et ça va peut-être changer, je dirais, espérons-le, avec l'omnibus, la taxonomie ne prévoyait pas de règles de progressivité ou de matérialité et pouvait amener les entreprises à faire des analyses extrêmement lourdes sur des activités relativement marginales pour eux. Donc, certains ont fait le choix, en fait, de ne pas mener ces analyses. Et puis, la taxonomie prévoyait également certains critères très, très, très exigeants qui étaient difficiles pour les entreprises à valider. Donc, voilà, je pense que ces deux cas-là sont les plus représentatifs des réserves. Et Marion, tu reviendras plus spécifiquement sur les entreprises françaises. On a noté un cas de rapport avec une impossibilité de certifier. Donc, ce n'est pas une réserve, c'est un refus de certifier. Je dirais là directement lié au choix fait par l'émetteur de ne pas
de s'affranchir de la contrainte du reporting CSRD et de ne pas publier les informations qui étaient requises. Donc, quelque chose, je dirais, d'assez volontaire de la part de l'émetteur concerné, qui n'était pas un émetteur français, je le précise. Alors, par contre, si on a assez peu de rapports émis avec réserve, on a un volume beaucoup plus important de rapports qui comprennent des observations. Au niveau européen, c'est à peu près 25% des rapports. Vous verrez quand Marion mentionnera les chiffres français, que ce n'est pas la proportion de la France. Et pourquoi? Parce que, comme je l'indiquais préalablement, on a des régulateurs nationaux qui ont plus ou moins promu l'utilisation de ces observations. Et donc là, on a des pratiques de pays extrêmement fortes, avec des pays dans lesquels il y a beaucoup d'observations, des pays dans lesquels il y a peu d'observations. Mais globalement, c'est quand même une pratique qui a été assez répandue. Typiquement, ces observations au niveau européen, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Eh bien, le rappel des incertitudes qui concernent le processus de DMA, le renvoi vers les informations données dans le rapport de durabilité, parce que j'aurais dû le rappeler, mais une observation, c'est bien quand l'auditeur attire l'attention du lecteur sur une information qui est donnée par le préparateur dans son rapport de durabilité et qui est extrêmement important pour comprendre cette information, pour en comprendre les hypothèses et les limites inhérentes. Et donc, on a eu pas mal d'observations pour focaliser l'attention du lecteur sur les données qui étaient soumises à un haut niveau d'incertitude dans les méthodes de mesure. Également, des observations pour attirer l'attention sur les enjeux de comparabilité entre les entités et dans le temps. Donc voilà sur les contenus de ce rapport d'assurance. Peut-être si on passe sur la slide suivante. Sylvain, tu mentionnais que déjà à l'époque de la DPEF, on avait au-delà du requirement légal d'assurance limitée, on avait déjà des émetteurs qui avaient demandé de l'assurance raisonnable sur certains KPI. Eh bien, c'est une pratique qui a perduré et qui, je dirais, prend même de l'ampleur, puisqu'au niveau de notre échantillon, c'est à peu près 10% des préparateurs de rapports CSRD qui ont choisi d'obtenir de manière volontaire une assurance raisonnable sur certains des KPI qui ont été jugés comme les plus fondamentaux pour eux, pour leur stratégie et pour les besoins de leurs parties prenantes, notamment les investisseurs. Très fréquemment, quels sont ces KPI qui font l'objet d'une assurance raisonnable? C'est la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, et ce sont des indicateurs liés aux effectifs. Ces 10% en moyenne, qu'est-ce que l'on voit derrière? C'est que les pourcentages varient beaucoup selon la taille des préparateurs d'informations financières, avec des pourcentages plus élevés sur les plus grandes entreprises, les plus gros groupes, et des pourcentages un peu plus élevés sur les plus petites entreprises. Ce n'est pas surprenant puisqu'il y a cet effet d'attente des investisseurs notamment qui est plus forte, plus poussée sur des grands groupes, et puis un rôle, je dirais, de front-runner joué par les grands groupes sur ces pratiques-là. On voit même au niveau européen qu'on a un émetteur qui a obtenu une assurance raisonnable sur l'ensemble de son état de durabilité, qui est un très gros émetteur du secteur Financial Services. Si l'on passe sur la slide suivante, eh bien Marion, je te laisse faire un focus sur la France. Tu es en mute, Marion. Pardon, il y en avait deux. Donc, on passe au focus français. Comme je l'ai indiqué, on est donc sur le CAC Large 60 et où on a regardé tous les secteurs confondus.
À date, c'est donc simplement un peu moins de 60 entreprises si on enlève donc en effet celles qui sont en clôture décalée dans ce périmètre-là, mais on en a donc 55. Si on regarde les chiffres, donc pour les mettre en parallèle de ceux que Cécile vient de vous présenter, le premier constat sur qui ont été ces auditeurs de durabilité, on a donc, et complètement en ligne avec ce que Cécile évoquait pour l'Europe, 100% des auditeurs de durabilité sont en réalité issus de cabinets d'audit comptable et sont des commissaires aux comptes habilités à la certification des informations en matière de durabilité. En revanche, ça n'a pas tout le temps été les commissaires aux comptes, donc bleus, pour les appeler comme ça, des groupes qui ont fait ce travail-là. On a 93% des entités, ce qui est quand même une large majorité, qui ont fait appel à leur commissaire aux comptes, je dirais, habituel pour les comptes financiers, mais donc 7% qui ont fait appel à un CAC, mais qui n'était pas leur auditeur financier. Si on regarde un peu plus précisément, puisqu'en France, il y a cette spécificité pour ces groupes-là d'avoir le co-commissariat au compte au niveau de l'audit des comptes consolidés. Et donc, il y avait cette possibilité pour les groupes d'avoir aussi une co-vérification au niveau de l'état de durabilité. En regardant sur ce point-là, on a donc, c'est ce qu'on vous indique ici, 38% des émetteurs qui ont fait appel à un seul CAC de durabilité et 62% qui sont restés sur un dispositif en co-vérification pour rester en ligne avec ce qui était fait pour les comptes consolidés. Si on continue sur les constats français, donc Cécile l'a évoqué, au niveau français, on avait le cadre qui nous a été fourni par la H2A et donc par les lignes directrices. Dans ce cadre-là, il y avait également donc, le format de rapport et notamment aussi les différents points à aborder. Parmi eux, donc 3 conclusions qui se reflétaient dans nos rapports de certification sur l'état de durabilité. De manière synthétique, on vous les évoque ici pour rappel. Une première conclusion sur la conformité du processus d'analyse de double matérialité. Une seconde conclusion sur la conformité des informations en lien avec le référentiel et les textes, et donc les ESRS de manière générale. Et une dernière conclusion sur le respect des exigences en lien avec le règlement européen taxonomie. Donc ça, c'est vraiment une spécificité qu'on a pu retrouver dans chacun de nos rapports au niveau français, ce qui a mené là à un premier constat effectivement assez différent de celui qu'on a pu voir au niveau européen, c'est que 95% des rapports d'assurance au niveau français comportent au moins une observation. Donc ce qui est par rapport aux 25% que Cécile évoquait, on voit que du coup, ce format de rapport, etc., a mené à davantage d'observations au niveau de la France. J'y reviendrai aussi juste après pour aller plus en détail, mais donc si on regarde simplement les 3 premiers chiffres, on voit que les observations sont principalement concentrées sur la deuxième conclusion sur la conformité aux ESRS, et puis on en a quelques-unes néanmoins sur la double matérialité et la taxonomie, mais je vais y revenir juste après. On a un rapport, donc là, assez en ligne avec les conclusions européennes, puisque c'est uniquement un rapport qui est assorti d'une réserve et donc sur un des sujets qui a pu être observé aussi au niveau européen. Ici, c'est une absence de publication d'une partie des émissions de gaz à effet de serre du scope 3. Et on a un rapport avec une impossibilité d'émettre un avis sur une partie des informations. Dans ce cas particulier, l'auditeur mentionnait qu'il n'avait pas nécessairement eu accès aux informations qui étaient incorporées par référence au sein de l'état de durabilité. Si on s'intéresse peut-être plus précisément sur les observations qu'on a pu voir dans ces rapports de certification français, donc ici classés selon les 3 conclusions que j'évoquais juste avant, sur le processus de double matérialité, donc on a 21% des rapports qui comportent une observation.
en les regardant, donc 50% sont spécifiques au secteur bancaire, ce secteur bancaire qui, au niveau de la double matérialité, a très largement, voire de manière unanime, indiqué dans les états de durabilité qu'ils étaient dans l'impossibilité de conclure à la matérialité ou non de tout un tas d'enjeux liés à la nature. Du fait de la complexité, etc. Donc, ça a été une pratique assez générale, mais qui a mené à des observations donc, dans les rapports de certification des émetteurs du secteur bancaire. Et puis, on a 30% voilà, des observations qui sont sur une limitation de périmètre dans le cadre de cette analyse, potentiellement sur la prise en compte de la chaîne de valeur ou non. Et à quel niveau, puisque cette chaîne de valeur devait intégralement être incluse dans l'analyse de double matérialité. La conclusion donc numéro 2 sur la conformité avec les ESRS, donc je vous l'indiquais, c'est ici qu'on voit la majeure partie et de manière très répandue des observations. C'est ici également qu'on retrouve les réserves. Enfin, la réserve et l'impossibilité de conclure sur une partie, la limitation, pardon. Si on regarde du coup la répartition, quelque chose dont on a beaucoup parlé était cette première année d'application et donc l'importance aussi d'avoir au sein des états de durabilité, il y a eu beaucoup d'échanges avec les émetteurs et entre les émetteurs et les auditeurs sur l'importance de cette base de préparation pour bien mentionner la première année d'application et les potentielles limites rencontrées, difficultés rencontrées à ce niveau-là, donc très au début de l'état de durabilité, et donc des observations qui portaient spécifiquement et qui attiraient l'attention du lecteur sur ces paragraphes de base de préparation qui mentionnaient, donc je disais, les potentielles limitations de périmètre sur certains indicateurs, certaines informations, complexité de collecter de l'information, certaines informations peut-être manquantes en cette première année, etc. Et donc, voilà, 2/3 des observations sur la conformité avec les ESRS portent sur cette première année d'application et les limites qui ont été engendrées donc par la difficulté de mettre en place dès la première année tous les ESRS sur un périmètre consolidé. Et puis, on a 43% qui portent là, alors là encore, souvent aussi sur une partie des bases de préparation, mais sur les incertitudes liées à des estimations importantes, à des choix méthodologiques et sans surprise, tout ceci portant principalement sur le scope 3, qui donc de manière inhérente et historiquement comporte en effet beaucoup d'estimations et donc un certain nombre d'incertitudes. Si on passe maintenant à la troisième conclusion sur le règlement européen taxonomie, ici on a 29% des rapports qui comportent une observation donc, sur notre panel. 50% portent sur un DNSH qui a également beaucoup fait parler voilà, cette dernière année, qui est le DNSH pollution, donc Do Not Significantly Harm, qui est un des critères à valider pour l'alignement. Ce DNSH pollution, Cécile l'a un peu évoqué, c'est un des critères qui vient être plus exigeant finalement que la réglementation en place et avec un niveau de détail d'analyse très très fin, très granulaire, qui a mis les entreprises dans des situations un peu compliquées pour venir valider absolument chaque point de ce critère d'alignement. Et ensuite, on a donc 21% sur des limitations de périmètre, des omissions ou des hypothèses sur différents points des analyses d'éligibilité ou d'alignement, là encore potentiellement sur des activités plus marginales parfois. Et puis, on a 29% là qui sont liés à des choix méthodologiques, spécifiquement ici aussi sur le secteur financier, qui a du coup des KPI un petit peu différents et qui a parfois dans les méthodologies et les approches pour calculer ces KPI un certain nombre de difficultés. Donc, les auditeurs ont fait le choix d'attirer l'attention du lecteur aussi sur la méthodologie appliquée qui n'est pas forcément très claire dans les textes.
Voilà pour les conclusions et les observations. Si on passe maintenant au niveau d'assurance et à des émetteurs qui ont été au-delà de ce qui était exigé en matière d'assurance pour leur état de durabilité. Donc, bon, le premier chiffre est sans surprise puisqu'en France, tout était transposé et il y avait donc l'obligation d'avoir à minima une assurance limitée sur son état de durabilité. Donc, tout le monde a une assurance limitée voilà, sur son état. Là, en parallèle avec les 10% européens, au niveau français, on a 7% qui ont choisi d'obtenir une assurance raisonnable sur certaines informations. On a en revanche on a observé aucun émetteur qui a choisi l'assurance raisonnable pour l'intégralité de son état de durabilité. Ici, même tendance qu'au niveau européen, des émissions de scope 1, de scope 2 et certaines informations, soit qui rentrent dans le cadre de rémunération, de covenant bancaire, etc., qui sont aussi revues avec un niveau d'assurance raisonnable d'un point de vue social, là, puisque des effectifs ou de la santé-sécurité. Et puis, on a vu un émetteur qui, cette année, a choisi d'obtenir une assurance raisonnable sur la totalité de son empreinte carbone, donc le scope 1, 2 et le scope 3 au niveau français. Ici, même constat que ce que Cécile évoquait au niveau européen. On est plutôt sur des émetteurs qui, historiquement, obtenaient cette assurance raisonnable, y compris dans le contexte et dans le cadre réglementaire de la DPEF, donc sur ces indicateurs, et qui ont fait perdurer cette approche et ce choix. Donc, grande majorité d'émetteurs qui restent sur la même tendance. Et puis majoritairement, les plus grands groupes qui font appel à cette assurance raisonnable. Donc moi, je crois qu'on en a fini avec les rapports, en tout cas, et les constats qu'on pouvait en tirer d'un point de vue européen et un point de vue français. On souhaitait vous faire part maintenant d'un retour opérationnel de ce qu'on avait pu observer dans le cadre de nos interventions et de nos missions de vérification des états de durabilité. Donc, on a ici regroupé un certain nombre de thématiques qui ont été observées par nos équipes d'audit et qui font l'objet de cette première année. D'un point de vue de gouvernance, ce qu'on a pu observer, c'est une première année du coup dans laquelle les organes de gouvernance au plus haut niveau, donc les comités exécutifs, les boards se sont largement impliqués, que ce soit au moment de la validation et j'allais dire du challenge des résultats de l'analyse de double matérialité qui sont à la fois stratégiques, déterminants pour la suite de l'état de durabilité, qui doivent être cohérents avec je le disais, la stratégie, avec les analyses de risque déjà évoquées, etc. Donc, à ce niveau-là, les organes de gouvernance ont été largement impliqués. Et par ailleurs, on a quand même remarqué que un certain nombre d'entre eux, et là aussi une grande majorité, ont souhaité être sensibilisés ou être formés au sujet de la CSRD, au sujet des ESRS, pour être en capacité aussi de pouvoir suivre ce sujet. On remarque d'un point de vue gouvernance que sur ces sujets, et là aussi très largement, la CSRD et les ESRS ont poussé à travailler beaucoup plus conjointement et surtout au sein des entreprises et surtout entre les équipes développement durable habituelles sur la DPEF et les équipes des départements finances. Et donc finalement, le travail en silo qu'on avait pu observer peut-être précédemment existe de moins en moins. Et c'est finalement aussi ce qui s'est reflété, en tout cas au sein des cabinets ou au sein de PwC, en tout cas avec des équipes d'auditeurs qui ont aussi largement travaillé ensemble sur cette première année d'application.
D'un point de vue de la mise en œuvre opérationnelle, alors des difficultés de mise en œuvre, oui, des difficultés, et ça, Cécile et Sylvain en ont parlé également en introduction. C'est une première année où tout le monde a avancé ensemble, première année d'application pour les émetteurs, première année d'audit directement et de vérification pardon, sur cet état de durabilité, avec voilà, des textes qui étaient assez mouvants, mis à jour régulièrement, etc. Donc, voilà, un apprentissage commun et progressif, des difficultés du fait de la complexité des textes, de leur presque enfin, des sujets très vastes et très complets sur un périmètre consolidé. Enfin, voilà, donc beaucoup de points à la fois sur la compréhension. Donc bon, voilà, on a été tous les acteurs, toutes les parties prenantes très, très sollicités pour répondre à tout un tas de questions de compréhension, d'interprétation et d'application. L'appel à des tiers, que ce soit des experts ou des conseils, ça, on l'a beaucoup vu sur tout ou partie des états de durabilité, sur certains sujets de fond, que ce soit les calculs de scope 3, des sujets liés aussi à la compréhension des normes sur le social, sur des salaires décents, voilà, sur tout un tas de choses. Et on l'a vu aussi sur la préparation de l'état de durabilité en tant que tel, puisque en effet, sans benchmark, c'était une première année, c'était assez compliqué même avec les DPEF qui existaient déjà, mais de pouvoir voilà, préparer son premier état de durabilité, ce qui finalement a pour conséquence d'avoir des premiers états de durabilité d'une relative bonne qualité pour en tout cas les émetteurs français. On a vu des premiers états de durabilité qui sont quand même voilà, très, très complets et avec un effort de conformité important. Une combinaison d'outils manuels Excel et de systèmes d'information. En effet, dans les groupes, on n'a pas la maturité au niveau des informations de durabilité qu'on peut retrouver au niveau de l'information financière consolidée. Donc, on avait cette année voilà, beaucoup de combinaisons de documents collectés sous forme Excel, consolidés ensuite, intégrés dans certains systèmes d'information et avec une multitude de systèmes d'information, puisque entre des informations sociales, des informations de gouvernance ou des informations environnementales, et puis la multitude d'informations environnementales, par exemple, les systèmes n'étaient pas nécessairement les mêmes, les processus pas les mêmes. Donc, Cécile l'a évoqué, un temps important aussi d'apprentissage, de compréhension des processus en cette première année et voilà, et d'estimation de où pouvaient être aussi les risques dans le cadre de l'approche de vérification. Et une mise en application progressive des référentiels de contrôle interne. Ça, on l'a vu, les groupes ont commencé des réflexions sur la première année 2024 sur cet environnement de contrôle interne. Malgré tout, en 2024, pour la grande majorité d'entre eux, on n'a pas retrouvé là encore une maturité de ce contrôle interne sur la préparation de l'information, des informations en matière de durabilité. C'est quelque chose qui va venir progressivement, on le sait, les émetteurs travaillent dessus. Mais donc là encore, sur la mise en œuvre, elle est progressive et puis elle va gagner en maturité dans le temps. Et sur les autres, ce qui a mené du coup peut-être sur cette première année, le fait qu'en tant qu'auditeur ou vérificateur, on ne s'est pas nécessairement reposé sur du contrôle interne comme on peut le faire parfois au niveau de l'audit financier. Et des autres défis, donc l'accessibilité et la qualité de la donnée, notamment sur la chaîne de valeur. Alors ça, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas s'éteindre en année 2 ou en année 3, mais en effet, je parlais au moment avec les observations des incertitudes qu'il peut y avoir sur le scope 3, dès lors qu'il y a besoin d'aller chercher des informations au niveau de la chaîne de valeur, c'est très, très compliqué et ces données ne sont pas encore largement accessibles pour tout le monde sur tous les sujets.
ce qui pousse à des estimations et donc à des incertitudes. Et enfin, en première année, les fortes attentes de benchmark et de bonnes pratiques et de pratiques sectorielles surtout. C'est vrai qu'en première année, il y avait aussi beaucoup de questions sur comment chaque émetteur allait présenter, comment d'autres émetteurs du même secteur traitaient un certain nombre de sujets qui pouvaient être nouveaux ou qui pouvaient être plus compliqués sur un périmètre complet, etc. Donc, là, avec les premières publications, des benchmarks florissants partout, ce qui va aussi aider à identifier en année 2 des bonnes pratiques, des axes d'amélioration aussi dans la manière de présenter les informations et puis d'un point de vue opérationnel, des pratiques qui peuvent donner entre émetteurs des idées pour collecter les informations les plus compliquées à venir collecter. Voilà pour les retours opérationnels qu'on souhaitait vous partager, les principaux évidemment, parce qu'il y en a d'autres. Et concernant les perspectives, peut-être Cécile, je te repasse la parole pour les conclusions ou je continue? Oui, merci Marion. Et puis je passerai la dernière parole à Sylvain qui a fait l'introduction et qui clôturera. Sur les perspectives opérationnelles pour l'assurance, peut-être rappeler aujourd'hui dans l'omnibus ce qui est en discussion. Alors, un des premiers éléments sur l'assurance, c'est le standard d'assurance européen, la question du standard d'assurance européen, puisque avant Omnibus, il y avait une attente pour qu'il y ait un standard d'assurance limitée validé par l'Union européenne pour 2026. Ceci est plutôt mis en pause dans la proposition Omnibus avec un choix de se focaliser dans un premier temps plutôt sur uniquement des guidelines, mais qui donc n'ont pas un caractère obligatoire, seraient des recommandations plus ciblées. Donc, ce choix-là, je dirais, nous, notre conviction chez PwC, c'est que ce qui est nécessaire si on veut avoir une vraie homogénéité et clarification des pratiques à travers l'Europe, il faut aller vraiment vers un standard. Donc, nous, on préconise le plus rapidement possible, et on comprend bien la complexité de l'exercice, mais de ne pas uniquement se contenter de guidelines au niveau européen, mais vraiment d'aller vers un standard. Sachant que aujourd'hui au niveau international, il y a le standard ISA 5000 qui a été adopté et publié et qui a vocation à devenir une base de référence au niveau international, donc au-delà de l'Europe, pour l'assurance de durabilité, et un certain nombre de pays sont dans un processus pour considérer l'adoption de ce standard. Alors, ce n'est pas un standard qui couvre spécifiquement les sujets propres à la CSRD, notamment l'audit de double matérialité, même si le standard ISA 5000 est fait pour être agnostique de ces sujets-là. Donc, nous, notre conviction, encore une fois, c'est qu'il est utile d'aller vers le plus possible d'homogénéité entre les pratiques européennes et les pratiques internationales, puisque c'est ce qui facilite la vie des préparateurs et ce qui correspond à l'attente des utilisateurs de l'information de durabilité. Nous, on verrait bien un standard européen très fortement appuyé sur ISA 5000 avec un certain nombre de précisions pour traiter les sujets très particuliers à la CSRD, que ce soit encore une fois la double matérialité ou la taxonomie, par exemple. Le deuxième élément fort de l'omnibus que Sylvain a évoqué en introduction, c'est de dire qu'à ce stade, on ne mentionne aucun calendrier pour passer d'une assurance limitée à une assurance raisonnable. Donc, cela reste du domaine volontaire des entreprises.
on voit cependant que cette pratique volontaire, elle se développe et qu'elle répond à une attente des parties prenantes. Je me référais pour cela à la dernière enquête que l'on a fait auprès des investisseurs au niveau international. Et quand on leur pose la question, quel niveau d'assurance jugez-vous, enfin, attendez-vous sur un reporting de durabilité à plus de 70%, ils nous disent que ce qu'ils souhaitent, c'est l'assurance raisonnable, puisqu'ils veulent le même niveau de confort sur l'information de durabilité que sur l'information financière. Et donc, on s'attend à avoir une continuité de cette pratique, une croissance progressive de cette pratique d'assurance raisonnable, sachant si on dézoome un peu par rapport à l'Europe, que tous les autres pays, tous les autres référentiels qui mettent en place un reporting obligatoire de durabilité avec une mission d'assurance, eh bien, ont tous cette progressivité pour aller vers de l'assurance raisonnable, que l'on prenne l'Australie, la Californie, le Brésil, qui sont les grandes plaques qui ont des réglementations aujourd'hui. Elles prévoient toutes, après quelques années, un passage à l'assurance raisonnable. Sylvain, je te laisse la main pour quelques autres points de conclusion. Oui, merci Cécile. Je vais faire court, mais je pense que derrière tout ça, et pour boucler avec l'introduction, il faut se souvenir qu'on sort d'une période où on avait un alignement total entre les réalités physiques et sociales, hein, qui sont bien là, et pas uniquement climatiques, et je rajoute bien le mot social aussi, qui sont des enjeux. D'ailleurs, les évolutions des sujets environnementaux ont des conséquences sociales, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'habitabilité de certaines zones. Donc, on avait un alignement complet en ce que nous disaient la science et la recherche, l'économie, avec des conséquences très visibles, je les ai évoquées, et pas uniquement des risques, hein. Il y a des acteurs qui sont dans la solution. Si je vais prendre un exemple extrêmement basique, les gens qui travaillent dans les énergies renouvelables sont une façon d'apporter une solution au challenge de l'énergie, par exemple. Et puis le politique. Alors le politique, avec cette diversité, mais cet alignement, vous voyez, de niveau mondial, avec une poussée réglementaire, et je le rappelle, hein, le réglementaire est l'action normale en démocratie politique. Le politique a une vision, la propose, quand elle plaît, il est élu, et ensuite il met en œuvre sa politique. Bon, il se trouve que un certain nombre de démocraties se sont exprimées encore récemment avec des choix sur lesquels il ne m'appartient pas de me prononcer, mais qui ont des effets sur cet alignement, ou plutôt ce désalignement qu'on observe désormais, avec une remise en question des réalités physiques qui, elles, sont bien là. Donc je pense que, premièrement, il faut garder en tête que ces textes qui existent sont quand même une tendance qui répond à des enjeux réels. Les simplifier, les complexifier, c'est l'affaire du politique. On ne peut que se réjouir d'une simplification, je le redis. Mais sur le fond, l'économie, la société, l'individu, nous faisons face à des enjeux majeurs, hein. Vous l'avez peut-être vu récemment, en 2015, à l'accord de Paris, nous avions signé pour limiter la hausse des températures à 2 degrés en 2100 et, si possible, ne pas dépasser 1,5 degré. Donc nous y sommes, 1,5 degré, et il ne me semble pas qu'on soit en 2100. Je regarde mon agenda, on est bien en 2025. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on pourrait dire finalement 1,5 degré de plus, hein, il y aura bien plus d'écart entre ce matin quand je sors de chez moi et midi qu'1,5 degré. Non, on parle de température moyenne mondiale, et ce sont des effets majeurs, hein. On commence à voir d'ores et déjà des matières premières naturelles, quand vous êtes dans l'agroalimentaire, qui sont vraiment des enjeux, enfin, qui sont vraiment sous stress. Je parlais de l'eau tout à l'heure, pas besoin d'aller dans des pays très chauds, même en France, même en Europe, des repositionnements de récoltes, la question de l'alimentation mondiale. La meilleure façon de préparer ce monde de demain, c'est d'intégrer ces risques et de s'y préparer. Ça s'appelle de la stratégie, c'est ce que font les acteurs économiques depuis toujours. Une stratégie, c'est s'adapter à des risques et des contraintes. Et le régulateur, lui, était là pour donner un cadre qui, certes, porte sa part de contrainte, mais qui est aussi une bonne protection. Parce que si en matière financière, nous n'avions ni normes, ni cadres, ni standards, ni contrôle, je vous laisse imaginer ce que serait le fonctionnement des marchés aujourd'hui. Donc, à partir du moment où une information devient essentielle pour prendre des décisions et puis pour piloter une activité, il est normal que cette information rentre dans une logique progressive, et c'est peut-être le mot progressif qui a peut-être un peu manqué jusqu'à présent, mais progressive de normalisation, de cadrage, de contrôle. C'est ni plus ni moins l'histoire de toutes les informations qui sont clés, sur lesquelles la confiance repose.
Donc ce désalignement que l'on a au niveau, de façon ponctuelle aujourd'hui, entre la science, l'économique et le politique, je pense qu'il est temporel, ou temporaire, pardon, et que malheureusement, les réalités physiques rappelleront à la société les murs auxquels on fait face et les murs auxquels il convient de se préparer, tout du moins à les contourner. Donc c'est pas parce qu'on est dans un moment complexe aujourd'hui sur ces questions-là que ces questions, il faut les mettre derrière nous. Certains l'aimeraient bien, mais une fois de plus, les réalités physiques ne sont pas du tout sensibles à court terme aux décisions politiques, elles seront sensibles à des actions de fond qui seront entreprises, et je pense que ces éléments-là sont une des briques des actions de fond. Merci beaucoup. Bien. Bah, Sylvain, je comprends que tu avais le mot de conclusion. Donc, Exactement. je me permets de reprendre la parole. Tout d'abord, pour vous remercier. Merci Sylvain pour ces éclairages, je dirais, importants pour bien resituer l'exercice et puis remettre également, ne pas être trop inquiet sur ce contexte général. Je vois qu'il y a un certain optimisme dans tes propos et je m'en félicite. Merci beaucoup donc à Cécile et Marion sur les éléments précis que vous nous avez donnés. Tout cela, moi j'en déduis je suis agréablement surpris parce que je pense que, enfin je ne sais pas quelles ont été vos propres réactions, mais tout le monde s'interrogeait sur le résultat de tout cela. Je me rappelle de Florence Pébernès expliquant bien qu'il fallait un certain pragmatisme qu'on apprenait en marchant et que tout serait loin d'être parfait dès le premier exercice. Or, ce dont je me rends compte, si on a moins de 2% de réserve de la part des auditeurs, ça traduit quand même une grande qualité des rapports de durabilité tels qu'ils ont été publiés. Alors, il est vrai qu'on est sur la sur la vague 1 des grandes entités CAC 40 structurées. Enfin bon, c'est vrai qu'on a un panel d'entités qui est très privilégié, mais pour autant, moi en tout cas, j'en déduis un aspect très satisfaisant sur le niveau à l'arrivée. Alors, j'avais quand même des questions. Alors, tout d'abord, je suis un peu interpellé. Vous me direz, c'est normal. Mais je suis interpellé de voir que certains groupes font une assurance raisonnable, demandent une assurance raisonnable sur des éléments ponctuels. Et c'est vrai qu'en ma qualité d'auditeur, j'ai l'habitude à donner une assurance raisonnable sur une globalité. On dit bien qu'on ne donne jamais d'éléments d'assurance sur un élément particulier, je dirais, des comptes. Et de la même manière, dans notre rapport de durabilité, on indique bien dans notre paragraphe introductif que nous ne donnons pas, je dirais, d'avis sur un chiffre particulier. Je peux comprendre que certains groupes veulent avoir cette assurance raisonnable sur des données particulières, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'un peu d'ouvrir la boîte de Pandore avec ensuite une déclinaison qui pourrait se faire au niveau financier en disant, bah écoutez, au niveau financier, moi j'aimerais bien dans mes comptes qu'il y ait une assurance plus particulière sur telle ligne des états financiers. Enfin, moi j'ai cette première question. La deuxième concerne les points d'attention particuliers. Vous n'en avez pas parlé. Alors, je ne sais pas, et en tout cas dans les lignes directrices que vous avez évoquées de publiées par la H2A au mois d'octobre, qui est une œuvre collaborative CNCC H2A et qui est effectivement très bien rédigée. Et dans le modèle de rapport, il y a certains exemples de points d'attention, ce points qui ont nécessité une attention particulière, hein. C'est comme nos Key Audit Matters, je dirais, dans le rapport d'audit. Alors, moi, quand je regarde un certain nombre de rapports de durabilité, on voit finalement qu'on retrouve assez souvent ce qui est cité comme exemple, c'est-à-dire les relations avec les parties prenantes, le problème de la double matérialité, également toute la problématique des IRO. Euh, donc voilà, donc je ne sais pas si en matière de points d'attention, il y a eu
si tous les groupes dans votre échantillon ont plutôt suivi un petit peu ces quelques exemples. Je ne sais pas si la France se particularise. Elle se particularise, je l'ai vu au niveau des observations. Je ne sais pas si au niveau des points d'attention particuliers, les rapports européens ont la même approche. Voilà, moi, ce sont peut-être deux questions enfin, constat, question, hein, comme vous voulez, que je me permettais de vous poser. Très bien, ben, je vais prendre la main pour répondre et je passerai peut-être sur le dernier point la parole à Marion. D'abord, Patrick, je reviendrai sur la question du peu de qualification et est-ce qu'on est parfait la première année? Non, bien évidemment, on n'est pas parfait la première année et même s'il y a peu de qualifications, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points d'amélioration. Encore une fois, déjà, il y a eu les mesures progressives utilisées par les entreprises qui font que ça leur a permis de ne pas encore publier des informations particulièrement complexes. Et qu'est-ce qui peut expliquer ce taux faible de qualification? Il y a plusieurs éléments. Il y a bien évidemment le fait que les préparateurs ont fait un travail sérieux et ont vraiment fait une bonne analyse. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il y a eu une collaboration, même si le timing était serré, il y a eu une collaboration en amont avec les auditeurs et il y a pas mal de points qui ont été identifiés par les auditeurs et qui ont été corrigés pendant le travail de préparation par les préparateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on a constaté, ce travail main dans la main, qui a fait en sorte que les points qui étaient identifiés, eh bien, il y avait un vrai dialogue, une vraie compréhension par les préparateurs et un ajustement avant la publication. Donc ça a joué un rôle très, très important. Et quand je disais qu'il y avait une valeur, même si c'était compliqué à avoir une assurance sur la première année de reporting, eh ben, ça permet notamment voilà, de faire monter en qualité la donnée dès la première année. Le troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour faire une qualification, l'auditeur applique des critères de matérialité. Donc, tout ce qu'il identifie comme problématique, comme zone non parfaite, ne donne pas lieu à une qualification. Il y en a certaines qui sont, on va dire, un peu sur le sommaire des ajustements qui est mentionné à la société, puis les plus importantes, les plus critiques, si elles ne sont pas corrigées, elles donnent lieu à une qualification. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas parfaits, mais qui restent, je dirais, au niveau du dialogue interne entre l'auditeur et la société, qui, on l'espère, vont être corrigés les années prochaines, mais qui n'ont pas forcément été corrigés dès cette première année, mais qu'on n'a pas jugé suffisamment matériel pour donner lieu à une qualification de notre rapport public. Donc ce point-là, il faut toujours avoir en tête cette notion de matérialité. Alors après, je reviendrai sur ta question sur l'assurance raisonnable sur un certain nombre de KPI. En fait, ce qu'il faut distinguer, c'est il y a deux types de missions d'assurance qui existent. Il y a une assurance sur un ensemble, sur un rapport dans son ensemble, ou il y a une mission d'assurance limitée au raisonnable qui porte sur des KPI en particulier. Donc en fait, tout dépend de quel type de mission on a à remplir. Sur les états financiers, on donne une assurance sur le rapport dans son ensemble, sur les états financiers dans leur ensemble. Quand on est sur une assurance sur le rapport de CSRD, on donne l'assurance sur le rapport dans son ensemble. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, on ne donne pas une assurance sur chaque KPI indépendamment, mais sur son ensemble. Mais par contre, on peut se retrouver à avoir une lettre de mission et donc une formulation de rapport qui est différente, qui est de dire, là, nous sommes engagés pour donner une mission d'assurance sur une donnée en particulier. Une donnée en particulier. Et donc, ce n'est pas la même lettre de mission, ce n'est pas le même formalisme de rapport. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, c'est quelque chose de très classique et que l'on peut être amené aussi à faire dans le domaine financier pour des attestations spécifiques. Et ça va porter vraiment sur un KPI spécifique. C'est, je dirais, plus facile à faire dans le domaine de l'information de durabilité que dans le domaine financier, parce qu'il y a moins d'interconnexions. Souvent, on va dire, dans le domaine financier, c'est difficile de donner une assurance sur les créances clients si vous n'avez pas regardé le chiffre d'affaires. Dans le domaine de la durabilité, comme en fait, on est sur des choses qui ne sont pas forcément liées, vous pouvez donner une assurance sur les émissions de gaz à effet de serre, ça ne va pas forcément impacter ce qui se passe dans le domaine social ou la gouvernance.
Donc, voilà, il y a moins d'interactions qui facilitent probablement la réalisation de missions d'assurance raisonnable sur des KPI en particulier. Peut-être juste avant d'aller sur la partie, sur l'autre question, c'est sur les relations, là enfin, tu l'as évoqué indirectement, mais on a par définition, on a des relations avec la gouvernance et notamment on a ces fameux enfin, comités d'audit, alors soit audit, soit comité RSE, peu importe, mais je dirais, est-ce que la qualité d'échange est-elle au niveau de ce que l'on attendait, de ce qu'on pouvait espérer, etc. Alors, il y a une montée en compétences, hein, personne ne le niera, tout le monde monte en compétences dans tous les domaines. Elle s'est fait progressivement en cours d'année, mais in fine, et là je le prends avec une casquette européenne, mais la France Mhm. s'inscrit dans cette dynamique. Globalement, on a un résultat qui est plutôt satisfaisant parce que notamment ce qu'on a vu, ça a pu prendre un peu de temps, se faire un peu tardivement dans l'exercice, mais la très grande majorité des préparateurs ont fait valider ont montré en comité d'audit, en conseil d'administration, le résultat de l'étude de double matérialité, notamment pour obtenir une validation de cette analyse par un organe de gouvernance. Et ça, c'est extrêmement positif que voilà, il y ait eu l'implication dans cet exercice qui est cœur, qui est central, surtout pour la première année, des organes de gouvernance. Donc, ça peut encore s'améliorer, mais on a déjà sur cette première année un très bon niveau d'implication de la gouvernance. Peut-être avant de passer sur ton dernier point, parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, je pense que j'y ai en partie Oui. répondu, mais pour préciser, la question c'est dans quelle mesure verrons-nous converger les pratiques d'audit en Europe ? Donc, j'ai déjà en partie répondu sur le standard européen qui ne va pas arriver très vite, donc qui va maintenir un certain niveau d'hétérogénéité dans les pratiques. Ce que l'on constate aussi au niveau européen, c'est qu'on n'a pas tout à fait les mêmes approches par les régulateurs nationaux, avec des régulateurs, on va dire, plus pragmatiques que d'autres ou qui incitent plus fortement à utiliser certains outils ou à aller vers un focus ou au contraire à aller vers une approche un peu plus large. Donc, on a des patterns nationaux qui sont liés à la fois au standard d'audit, à la fois à la pratique des régulateurs. Maintenant, je pense qu'on va quand même avoir une convergence parce que en tant que réseau d'audit, ce que je vois au sein de PwC, c'est que forcément, on apprend, on se parle beaucoup au sein de nos réseaux, il y a des sujets qui se clarifient et donc on a vraiment un travail de convergence qui n'est pas poussé tant par la réglementation, mais plus par le travail que l'on fait en interne dans les réseaux d'audit pour avoir des approches de plus en plus homogènes. Donc oui, je pense qu'on va voir beaucoup plus d'homogénéité sur les années qui viennent. Alors, je reviens sur ta deuxième question qui était les points d'attention. Alors là, je vais juste donner la vision européenne. Cette question des points d'attention, elle est très franco-française. Tu posais la question, c'est quelque chose qui est effectivement prévu par les lignes directrices de la H2A qui n'existe pas dans les autres référentiels. Donc, le format de l'opinion française est très, très spécifique par rapport au format des opinions dans les autres pays. Les autres pays, en général, ont une seule conclusion globale et pas ce rapport structuré selon 3 conclusions et non pas cette demande de points d'attention. Donc maintenant, je passe peut-être la parole à Marion si tu veux rajouter quelques éléments additionnels sur la pratique française. Oui, peut-être quelques mots simplement. En effet, Patrick, vous l'avez mentionné, le format de rapport qui était donné avec les lignes directrices de la H2A, donc donné et par la SNCC, pardon, donner un format et des exemples de points d'attention pour chacune des 3 conclusions qu'on a évoquées lors de la présentation. Finalement, ce qu'on a pu voir, c'est que dans les rapports, on retrouve principalement ces suggestions ou ces modèles de points d'attention, bien sûr adaptés à chacun des groupes, pas tous pour tous les rapports, les sélections ont été faites, mais ce qui était proposé était quand même
travaillé sur les points qui pouvaient Ouais. concerner une majorité de groupes. Donc, c'est ce qu'on constate. On n'a pas fait de statistiques très poussées sur ce qu'on voyait dans les poids d'attention, mais en tout cas, en effet, les vérificateurs s'en sont largement inspirés voilà, pour les ajouter au rapport de manière pertinente et ce qui s'appliquait. Mais voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions. Euh, alors, c'est une remarque. Alors, je ne sais pas si c'est une remarque ou une question, mais le format du rapport d'audit français H2A met les entreprises françaises en difficulté par rapport aux autres entreprises. Je pense que c'est plutôt un constat qu'une question. Alors, je commenterai pas sur le fond. Je pense que ça, c'est à la H2A de faire cette analyse. Euh, Ça amène à donner un peu plus d'informations, effectivement, avoir un rapport un peu plus long de Mm. manière très pratique que ce qui existe sur les autres, dans les autres pays. Donc, voilà, c'est peut-être au niveau de cette divulgation d'informations. En tant que telle, ce n'est pas tant une divulgation d'informations, mais de ce niveau de détail qui est donné. Non, mais qui s'inscrit quand même bien en cohérence avec le rapport sur les comptes. Et Oui, avec la pratique sur les comptes IFRS, mais dans un domaine qui est peut-être moins mature. je suis d'accord. Voilà. Mm. Sur les IFRS, c'est une pratique, enfin, c'est une réglementation qui est homogène entre tous les pays, donc il n'y a pas Oui. de différence de pratique entre les pays, voire dans d'autres pays, on a des rapports beaucoup plus longs dans la sphère financière. Je pense notamment les rapports britanniques qui sont beaucoup plus Oui. longs. Mm. Euh, donc voilà, c'est toujours une question d'homogénéité entre pays plutôt que la pratique en tant que telle. En tout cas, de cause, j'aurais plutôt tendance à dire c'est plutôt l'auditeur qui peut se retrouver en risque que l'entreprise en première analyse, puisque c'est bien l'auditeur qui va développer ce qu'il a fait au regard des points. Voilà. Donc, je re-regarde s'il y avait d'autres questions. Non, bah écoutez, on arrive à 9h30, vous êtes absolument parfait. Nous avons parfaitement donc tenu les temps. Donc un grand merci à vous, c'était un éclairage passionnant. Il y a encore beaucoup de défis qui se présentent et vous les avez bien évoqués. On a bien compris que, et ça on l'avait bien identifié d'entrée de jeu, c'est toute la problématique des informations venant de la chaîne de valeur et on a beaucoup parlé du scope 3 sur les gaz à effet de serre. Bon, donc ça, on sait que ça, c'est un des grands défis des entreprises. Mais en tous les cas, moi, je sors de ce webinaire avec un certain sentiment de satisfaction, en tout cas. Bravo pour tous vos éclairages. Et puis, toutes les félicitations aux émetteurs parce qu'ils ont quand même beaucoup travaillé en amont pour préparer ça dans des conditions quand même, puisque je rappelle que beaucoup de rapports ont été sortis au mois de mars, voire février, alors que l'encre était encore sèche pour beaucoup de choses. Voilà, donc on va faire une félicitation mutuelle, mais il y a encore de nouvelles étapes à venir. En tous les cas, merci beaucoup. Et donc, vous avez une étude hein, dans les slides que nous allons communiquer. On aura le, le petit renvoi si on veut prendre connaissance de votre étude, mais là, qui ne porte exclusivement sur le côté européen, qui n'est pas à ce jour, si je comprends bien, complété par votre analyse sur les groupes français. Pour les groupes français, il y a un certain nombre de vidéos qui vont arriver à partir de la semaine prochaine, dont une sur l'assurance également. Mais voilà, donc ce sera Ah, complété dans les voilà. prochaines semaines. Eh bien, parfait. Donc, merci à vous. Donc, je donne rendez-vous à tout le monde. Et donc, Sonia reprendra son rôle de Madame Loyal. Donc, jeudi prochain, donc pour l'arrêté des comptes semestriels. Très bonne journée et très bonne fin de semaine à tous. Au Merci, revoir. au revoir.